GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, sur cette chaîne, bienvenue chez les grandes gueules. Plusieurs mois, évidemment, s'offrent à vous pour intervenir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission des grandes gueules sur Radio Espace Guinée. À la une, il faut le dire, vers un raidissement du climat politique en Guinée, alors que le président de la République attend de son Premier ministre donc le rapport synthèse des récentes consultations nationales organisées principalement autour de la question d'une nouvelle constitution et celle de la faisabilité donc des élections législatives à la date du 28 décembre 2019. L'opposition menace de reprendre la rue les jours à venir pour, dit-elle, barrer donc la route à des manœuvres orchestrées par le camp présidentiel à l'effet d'offrir un troisième mandat à Alpha Condé. Le FNDC, le front opposé donc à ce projet, se réunit donc ce lundi à Conakry et pourrait annoncer évidemment la date de sa première manifestation de rue à cet effet. Pourquoi recourir donc aux manifestations de rue? Jusqu'où compte-t-il aller, lui et ses pairs du FNDC, dans le combat du troisième mandat en faveur d'Alpha Condé? Toutes ces questions posées ce matin, mesdames et messieurs, à monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, donc il faut le rappeler, il est le président du PADES, il sera notre invité ce matin. Et cette actualité sur laquelle nous revenons, évidemment, il s'agit donc de l'affaire Okoya, avec cette question: cette eau est-elle mise en sachet dans une ancienne savonnerie donc située à Sonfonia et se trouvant donc dans un état de dégradation extrême? Nous posons cette question ce matin. La question agite les esprits depuis la diffusion donc par la RTG d'images tournées dans cette unité industrielle faisant l'objet donc de litiges judiciaires entre deux hommes d'affaires. Que répond la compagnie au sujet de ces informations? Dans quelles conditions l'eau Okoya est-elle mise en sachet? On essaye de comprendre ce matin avec le responsable commercial donc des Okoya et Jus Caprisson. Une mauvaise publicité ce matin évidemment. Djibril Ba, il sera avec nous dans ce studio. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs. L'équipe des GG avec vous, Moussa Moïsi, là, bonjour. Heureux de voir votre tronche. Bonjour à tous. Sa tronche. Ouais. Toujours original, hein, bah ouais. Toujours je souris là et voilà. Ça t'a manqué, hein. Je vois la Guinée dans votre visage. Ouais. La Guinée d'en bas surtout. Bien, bonjour Tamba Zakari Milimono. Il parle de ta tronche. C'est de Moussa Moïse tout simplement, voilà. Et c'est comme ça on l'aime. Bonjour, voilà, quoi. Bonjour à tous. Moi j'aime bien sa taille par contre. Bien. Belle réplique. Bonjour Mohamed Mara. Oh, bonjour Lamine de Dalai Lama la semaine dernière. Aujourd'hui il est marabout 2.0. 2.0, ouais. Voilà. Ça le fait quoi. Ouais, ça le fait. Avec En plus, En plus, hein. Ouais. Bonjour chômeur. C'est seulement ce matin que je le revois depuis mon retour. Oui. Il a rompu son serment alors. Ouais. C'est quand même c'est du Roby. J'ai pas rompu. Mais quand même, quoi. Il faut. Il y a que 2 jours, c'est pas terrible. Il faut ressembler un petit peu à ton homonyme quand même, mon cher Roby. Je peux pas lui ressembler. Ah ben si, c'est important. Non, c'est déjà gâté. Ah ben oui. C'est devenu C'est trop tard. Oui, surtout. Son dernier discours en Guinée, avant de quitter à l'époque, il disait « Je suis inquiet ». Et je pense que ce n'était pas seulement pour le pays, c'était aussi pour son homonyme. Pour son homonyme. J'aurais pu le ressembler à l'époque quand je partais au monastère avec lui. Ah Robert. Les grandes gueules. Allez, c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Ouais. Voilà, baccalauréat 2019. Moussa Moïse, vous nous signalez un candidat victime d'abus. Oui, un candidat victime d'abus. Nous allons tout de suite donner son nom, mais également l'adresse, son numéro matricule, son PV. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a violé? Non, il y a sa moyenne, il y a sa moyenne de la matière, sa moyenne en français, qui est de 1,50. 1,50. C'est le point qu'il a eu en français. Pourtant, les notes... Non, pour le bac, la notation réelle. Pourtant, lorsque l'on donne les notes, il y a au moins 2 chiffres avant la virgule et ensuite, il y a 2 chiffres derrière pour éviter qu'il y ait des manipulations et autres. Donc, c'est forcément une erreur parce que j'en ai la conviction, mais le jeune
son cas est un peu critique puisqu'il a eu non seulement le bac, mais il réclame ce qui lui revient de droit. En philosophie, il a sorti plus de 14 de choses de moyenne, 14 points plutôt. Il a sciences sociales et en français, toutes les matières clés, il a quand même sorti de fortes notes. En français, on lui donne 1,50. Donc il y a une erreur de notation à ce niveau et le jeune, c'est un handicapé visuel. C'est quelqu'un qui a étudié au centre Sogué, qui s'en est tiré grâce à son courage. Et vous imaginez dans quelles conditions ces jeunes étudient du côté du centre Sogué et qu'il arrive quand même à sortir de telles notes, parce que je me suis informé dans son école d'origine, c'est quelqu'un qui a toujours eu de fortes notes, qui est toujours assidu en classe. Et vraisemblablement, il y a une erreur là-dessus. Maintenant, les démarches qui ont été menées du côté du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour que le jeune soit rétabli dans ses droits, ces démarches n'ont pas du tout été fructueuses, puisque souvent on vous considère en fonction de la délégation qui vous accompagne, ou bien on vous écoute à la tête du client. Donc du coup ça n'a pas prospéré. Je souhaiterais que le ministère de l'enseignement, ils savent de quoi je parle, qu'ils prennent leurs responsabilités pour que ce jeune puisse avoir cette note. Ça ne l'a pas empêché d'être admis, mais c'est une injustice, à mon avis. Voilà. C'est une injustice. Allez. Et hommage ce matin à Mansaré, le syndicaliste, mon cher. Ah oui, absolument. Mansaré, Mamoudou Mansaré, qui a donc rendu l'âme hier. C'est un récit plutôt, je dis pas captivant, mais quand vous entendez parler de la situation, le contexte dans lequel tout ceci est arrivé, vous trouvez quand même qu'il s'agit de quelque chose d'émouvant. Alors, on nous rapporte qu'il est rentré hier de la France et que sur le pour assister au conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, exclusivement, il rentrait pour cela, et que c'est en chemin vers chez lui qu'il a rendu l'âme. Il vient d'arriver, se dirige vers sa maison, mais avant d'y arriver, on nous apprend qu'il a rendu l'âme en chemin. Il faut dire que depuis plusieurs années, il était souffrant, il était malade. On l'a même reçu ici, on a lu cette sorte de lettre d'adieu qu'il a adressée au peuple de Guinée, aux syndicalistes, aux acteurs politiques. C'était donc d'une certaine façon une communication prémonitoire qui a laissé plusieurs observateurs supposer qu'il disait ses adieux au peuple de Guinée, mais également à son combat. Nous l'avons reçu à la suite de ce long texte qu'il a écrit. On l'a reçu ici en studio. Et encore une fois, il disait sa volonté d'aller jusqu'au bout, de ne pas avoir peur du tout, de ne pas vouloir négocier quoi que ce soit, et qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout. Et donc, ce qui est arrivé hier, c'est la fin. Une fin qui est due à tout le monde. Ça va arriver. Mais on devra donc retenir de lui quand même ce parcours, cette force de caractère et de volonté surtout. Parce que même étant malade, c'est quelqu'un qui s'est quand même mobilisé pour continuer son combat syndical. Ça reste donc une chose que personnellement, je retiens de lui. La maladie n'aura pas eu raison de lui. Il est resté debout, droit dans ses bottes, guerrier jusqu'au bout. Et d'ailleurs, les derniers instants, comme je le laissais entendre tout à l'heure, les derniers instants de sa vie, justement, avaient été dédiés à ce combat syndical. Ce que je dis ce matin, c'est toutes mes condoléances à sa famille. On ne peut jamais être assez préparé à la mort. Du tout. Même quand vous savez que ça doit arriver, le jour où ça arrive, ça reste quelque chose de très très surprenant. C'est ce qui arrive en tout cas pour sa famille. Je veux donc dire toutes mes condoléances à sa famille biologique, mais également à sa famille professionnelle, à la famille syndicale à laquelle il a appartenu toute sa vie, au peuple de Guinée et à tous ces travailleurs qui ont bénéficié ça et là de sa contribution et de ce combat volontariste
qu'il a dû offrir à la Guinée tout le long de son existence. Justement, Mohamed Mara, on se souvient de ce temps, mais ils ont bloqué quand même le pays en 2015 ou 2016, à un moment donné, avec, entre autres, l'augmentation du prix du carburant. Je me souviens très bien, Mohamed Mara. Oui, c'était sur les denrées alimentaires, hein, en grosso modo, mais tout est parti, si vous vous souvenez bien, de cette fameuse phrase du général Conté, je suis la loi, je suis la justice, parce qu'il était allé à la maison centrale à l'époque pour faire libérer monsieur Mamadou Sylla, le président du groupe Futurilec Holding à l'époque, et puis les syndicalistes ne l'ont pas entendu de cette oreille. C'est l'époque encore où la société guinéenne pouvait croire encore en des leaders sociaux, en des leaders syndicaux. C'est quand même, nous sommes quand même nostalgiques encore de cette époque-là. Récemment, je disais ici dans ce studio que c'était peut-être même une chance pour la Guinée, la naissance du FNDC. Les grandes gueules. Avant la naissance du FNDC, vous vous rappelez que les derniers mois, plus personne ne semblait maintenant écouter le discours politique, encore moins les syndicats. Ça n'intéressait plus parce qu'il y avait un véritable problème d'abord de représentativité. De le leadership, gouvernement a miné la plupart de c'est très important. Justement, le gouvernement a miné la plupart de ces organisations. Ici, avec beaucoup d'espoir et puis toujours en même point. Exactement. Voilà. Ça a été embimé dans tous les sens. Mais moi j'en sais quelque chose, vous vous rappelez, puisque j'étais là au début des forces sociales, je sais comment ça s'est passé, mais la naissance du FNDC, on s'est dit, peu importe que ce soit aujourd'hui la question du troisième mandat qui soit posée, mais pour une fois, on est quand même en train de recréer peut-être l'engouement qu'on a connu autrefois. Les forces vives. Oui, bien sûr. Non. Il y en a eu autour je dis c'est un débat. Autour du ballet citoyen, sur la question du carburant. C'est différent. Mais attendons de voir ce que ça donne. Je dis, c'est un départ. Et c'est de cela dont je parle. C'est cela qui est intéressant, puisque avant quand même la naissance du FNDC, il était devenu inimaginable de voir par exemple un Cellou Dalein Diallo s'asseoir avec Sidia, ou même voir Cellou Dalein s'effacer au profit de par exemple d'une organisation comme le FNDC, ou même de laisser une sorte de porte-parole à Sidia. C'est là où je dis que c'était devenu intéressant. Maintenant, monsieur Mansaré, moi je veux, puisque Tamba a parlé de cette dernière adresse qu'il a eu à faire à travers cette dernière lettre, il y a quand même une chose qui transparaît. C'est un peu l'amertume qu'il avait dans l'âme dans les derniers moments de sa vie. Parce que si vous lisez bien sa lettre, c'est à peine s'il ne dit pas que les Guinéens sont incapables, sont un peuple ingrat. C'est à peine s'il ne le dit pas. On se tue pour ce peuple, mais justement, mais que ce peuple-là est incapable parfois de se réveiller face à des questions qui le harcèlent, des questions lancinantes. Et là, il avait ce regret. Et c'est vrai que nous-mêmes, on a du mal parfois à changer des choses qui intéressent tout le monde. Je pense que c'est quelqu'un... J'espère qu'on va penser à honorer sa mémoire, qu'on va penser peut-être à le décorer, à titre, ne serait-ce qu'à titre posthume, parce que c'est quand même toute une carrière, toute une vie au service du syndicalisme. Bien, Mohamed, allez, on va revenir. On va écouter M. Mamadou Mansaré. Il était dans les grandes gueules. Comment évaluer la représentativité des centrales syndicales? Il y a eu, en 2014, lors de la conférence internationale du travail, des problèmes au niveau de la délégation guinéenne, surtout au niveau du patronat. Et la Guinée a été interpellée au niveau de la commission des normes. Et dans les recommandations, il a été demandé de procéder à l'évaluation des centrales syndicales et des patronats au niveau de la Guinée pour désigner maintenant les centrales et les organisations les plus représentatives qui doivent prendre part normalement aux activités de l'OIT et aussi pouvoir... Comment l'évaluer? D'abord, c'est au niveau de la représentation des centrales, au niveau des sociétés. Et pour ce qui est du cas guinéen, présentement, comment ça s'est passé? D'abord, ça s'est passé au moment où moi j'étais encore malade. Mais ce que je sais, qu'il y a eu 2 semaines de concertation des centrales avec les 2 inspections. L'inspection générale du travail et l'inspection générale de la fonction publique pour mettre en place les modalités de cette évaluation. Ils sont donc d'accord sur un protocole que les 12 centrales ont signé. C'est à la suite de ce protocole que les inspecteurs sont passés sur le terrain. L'inspecteur général du travail pour ce qui est du privé et l'inspecteur général de la fonction publique, ce qui est de la fonction publique, pour faire le constat de la représentativité des centrales au niveau des services et des entreprises. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Mansaré, d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Merci beaucoup d'être passé. Merci et je remercie de m'avoir donné
l'occasion de pouvoir me défendre parce que, à vrai dire, hier quand j'ai appris ça, c'est parce que c'est extrêmement grave. Je pouvais aussi porter plainte. Je pouvais aussi porter plainte parce que quand on accuse quelqu'un de menace, alors que moi je me trouve dans une situation un peu plus difficile. Porter plainte. Merci beaucoup. Merci beaucoup contre la personne qui aurait dit que j'ai menacé Mara. Bien. Les lignes droites de nos vies comportent elles aussi des ralentissements. De rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. La Radio Espace Guinée, évidemment. Mamadou Mansari à l'instant, mon cher Roby. Non, ce que je retiens de lui, c'est surtout la dernière fois qu'il était dans ce studio et que dans les couloirs de la radio, j'ai eu une conversation très rapide avec lui. Et il avait fait la confidence que... Il l'a même dit à l'antenne, le réalisateur n'a pas pu répondre en anglais. Exactement. Dernière émission ici, et qu'il aurait souhaité, il m'a clairement dit qu'il repartirait en France pour continuer ses soins, mais que son vœu le plus cher serait qu'il meure ici et qu'il soit enterré ici. Je pense que son vœu a été exaucé, et ce qu'on retient surtout de l'homme, c'est sa grandeur d'esprit et tout ce qu'il a apporté à ce pays. Je pense que c'était quelqu'un qui savait qu'il allait partir, comme nous tous on le sait, mais sauf que lui, il savait que ce serait un peu plus tôt, quand il ne pouvait pas le dire, mais il avait la forte conviction que c'était ses derniers moments, et que son souhait le plus ardent, c'était de retourner en Guinée, d'être enterré là. Pour une fois, il est humain, Roby. Allez-y, Mafoudia, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, on se souvient de Mansaré. De Mansaré, oui, on se souvient de Mansaré. Moi, je sais que c'est avec les grèves répétées du SLEG que j'ai eu à entendre plus parler de l'homme. On l'a reçu dans cette émission. Après, je me rappelle, je donnais même un exemple des syndicalistes qui étaient devenus des vendus. Et il a cru entendre son nom. Je crois que c'est bien Moussa Moïse. Il m'a appelé, il dit, mais non, Mafoudia, on a longuement échangé. Il est parti, il était malade, paix à son âme. C'est pour sa famille, il peut partir en paix. Mais quand on vient sur le côté syndical, on pourra dire qu'il est parti. Parce que c'est quand même, il a un grand passé dans le mouvement syndical, et aujourd'hui il s'en va au moment où le mouvement syndical est très divisé. Et j'imagine sa peine, parce que quand on connaît les ténors, après on tient à ce qu'il y ait une certaine union. Aujourd'hui il part divisé. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, mais vous vous souviendrez qu'avec tout ce qui s'est passé par le temps, on a entendu Bakar Souma qui disait que d'autre côté, il y avait des gens qui avaient négocié sur leur dos et autres. En tout cas, ils étaient vus. C'est pareil que Agarabiatou, Seragalo, beaucoup de syndicalistes qui s'étaient illustrés avant. Et vers la fin, enfin, ces derniers temps, ce sont des gens qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la population, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Mais tout porte à croire que... Ils ont trahi leurs convictions personnelles. Ce qui est sûr, ils ont un grand passé. Roby revient. Bah oui, je suis tout à fait... Non, ils ont trahi leurs convictions. Elle est aujourd'hui du système. Ce sont des gens qui ont trahi leurs convictions. Allez-y, Mafoudia, s'il vous plaît. Voilà, on a réveillé Roby. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'ils ont un grand passé. Maintenant, il s'en va au moment où le mouvement syndical est très divisé, et que les Guinéens se disent on peut compter sur tout, sauf sur ces syndicalistes. On ne peut que prier pour l'âme de ce monsieur et espérer que la génération, la relève vers la fin de cet extrait qu'on nous a choisi. On a entendu parler de Mara. C'est ce jeune syndicaliste avec qui il ne s'entendait pas du tout. Donc c'est pourtant ceci la relève. Maintenant, quel avenir ils ont laissé? Comment est-ce qu'ils se sont investis? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces ténors peuvent partir en paix en pouvant compter, en sachant qu'on peut compter sur cette nouvelle génération? Il faut dire que non. Là, la réponse est non. Mais toujours est-il qu'on peut s'en tenir. Non, je suis pas d'accord avec toi. À part Souma, honnêtement, Bakar Souma quand même. Non, les grandes gueules. Le combat continue. Exactement. C'est pas une relève. Et la relève aujourd'hui, c'est un problème. Maintenant, on va s'en tenir à ce qu'il a fait avant que les temps ne soient si chaotiques. On va s'en tenir au combat qu'il a eu à mener, et on va saluer l'homme. On va prier qu'il repose en paix, et demander à ce que cette relève, cette nouvelle génération puisse quand même tirer les leçons et savoir ce qu'il faut faire pour ne pas que les années à venir, on se retrouve dans la Oui, mais Maf, quand tu parles de nouvelle génération, etc., la nouvelle génération a hérité du fait que ceux qui étaient là avant, je parle de Rabiatou Serra, encore une fois, paix à l'âme de Fofana, en qui tout le monde continue à croire, et vraiment pour moi, c'était l'exemple parfait
du syndicaliste engagé, avec conviction, très intègre. Les grandes gueules. Après tout le reste, Mansaré, certes, fait partie de ce Takabila, paix à son âme, mais tout le reste, tout ce qui suit après, je parle de Rabiatou Serra, etc., et tout ce qui sont encore vivants, qui sont là, qui nous ont engagés dans un mouvement à l'époque, à qui on croyait, et finalement ont trahi eux-mêmes leurs convictions. Donc l'héritage qu'ils ont laissé à cette nouvelle génération. Non, ça glisse pas. Non, ça glisse pas du tout. Les grandes tu gueules. peux pas continuer à dire tous les matins. Ça patine. Non, mais tu peux pas continuer. Ça patine, Arrête un peu, Roby. tu peux pas Grandes continuer à gueules. dire tous les matins. Ça patine. Écoute, aujourd'hui, le mouvement syndical avant avait un idéal. Les grandes L'idéal, gueules. c'était un combat social, un combat pour sortir ce pays des difficultés, de l'ornière. Aujourd'hui, on en est où? L'héritage est nul, l'héritage est zéro. Aujourd'hui, ils sont tous à la mangeoire. Tout le monde s'est tu. On a l'impression grandes qu'ils gueules. n'existaient pas. C'est des factions partout. Et finalement, c'est devenu contagieux. C'est devenu un virus qui contamine le FNDC, qui contamine les politiques, qui contamine Ça patine, partout. Roby. Ça ne patine pas. Bien. Ça roule comme du patin sur des rails. Ce que je veux dire encore une fois. Ok. Les grandes gueules. Sur ces rails. Non. Je veux dire encore une fois. Sur la glace, merci de me donner le mot. Je veux dire encore une fois qu'aujourd'hui, le mouvement syndical est divisé. Non, mais quand ça glisse droit. Ça glisse pas comme la mine est en train de dire. Ça va pas à gauche, ça va pas à droite. Ça patine, Roby. Non, pas du tout. Écoutez-moi Les très bien. grandes gueules. Dites-moi, je vais vous poser une question. Oui. Rabiatou Serra Diallo et tout le monde et tout son groupe étaient devant un combat à l'époque. D'accord? Ils ont mené ce combat-là, on les a crus. Il y avait un engouement populaire. Aujourd'hui, dites-moi quel héritage ces gens-là ont laissé. Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Non. S'ils avaient atteint leur objectif, les mouvements syndicaux d'aujourd'hui, avec la nouvelle relève, auraient pu s'inspirer d'eux. D'accord? Mais ça dépend pas. C'est l'héritage qu'ils ont laissé. Bien. C'est ce qui fait que les mouvements syndicaux sont encore effrités, divisés. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de coordination là-dedans. Et moi, je veux dire que les gens doivent pouvoir faire un état des lieux, réfléchir, relancer la machine syndicale, mais ne pas compter sur l'ancienne garde. Je pense qu'ils ont suffisamment bouffé, la bouche est suffisamment pleine, et donc ils peuvent plus parler. C'est pas possible. Mais oui, c'est clair. C'est C'est pas possible. Allez-y, mon C'est mec. possible. Ouais. Ces gens-là, non, mon voisin, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ben oui. Voilà. Il faut pas Même me mettre s'il en est de femme, gauche. honnêtement. Voilà. Ouais. Mais je vous dis, il a raison. Ces gens-là nous ont trahis. Je vous rappelle qu'en 2006 et 2007, Vous êtes trop jeune. Non. mais justement, on était là. justement, Lamine, à cette époque, c'est encore le cas, mais j'avais quitté l'université depuis seulement 2 ans. Donc vous imaginez le jeune homme que je pouvais être. Mais Lamine, je vous dis que ces gens-là nous ont trahis avec le temps. Déjà qu'à l'époque, le combat n'avait pas été mené avec intelligence sur la fin. Parce que c'était une révolution qui a fini par avorter. Et on a fait des choix quand même qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Parce que tout le monde avait craint à l'époque le basculement du pays dans quelque chose d'incontrôlable. D'accord, ça se comprend, vu le contexte. Mais on a laissé le général Conté à l'époque reprendre très rapidement du poil de la bête en l'espace d'une année. Mais tout notre héritage était remis à plat. Voilà comment capitaine Dadis Camara nous est tombé dessus. Avec toute la bande à El Tigré, tout ce qu'on a connu avec le FNDC. C'était l'échec justement Il y avait de pas ce de mouvement CNDD. de 2007. Le CNDD. Ouais. Le CNDD. Voilà la raison de l'arrivée des militaires au pouvoir. Ouais. Mais après, tous ces gens-là, je vous rappelle qu'à un moment donné, c'est ici qu'on a vu un secrétaire général du syndicat être en même temps inspecteur d'État, notamment inspecteur du travail. Des gens acceptaient des postes de nomination tout en refusant de céder leur place. C'était... Il l'a fait, Souma, quand même. Souma. Mais Souma, moi, je confiance Tout à Souma Souma, Bakar c'est Souma, encore quand même, récent. les Mais gars. Souma, nous parlons... C'est encore Nous parlons de ceux-là. Souma est Nous encore parlons notamment Voilà. de la classe à Agarabiatou. Je vous rappelle Voilà. que la place qu'occupe plutôt occupé Adi Radiatou à la tête du CNT, ce n'était pas sa place. Je vous rappelle encore qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de manœuvres. Selon les accords de Ouaga, c'était à un religieux d'occuper ce poste. Parce que dans l'esprit des signataires de l'accord de Ouaga, il s'agissait soit d'un grand imam ou de l'archevêque de Conakry, justement, pour avoir une transition pacifique un peu comme on l'a connu dans certains pays, notamment d'Afrique centrale. C'était ça le modèle. Je me rappelle encore cette fameuse phrase. Oui, on a dit un religieux. Mais un religieux, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui est devant la prière. Ce n'était pas ça l'esprit, notamment des accords de Ouaga. On sait comment il a été imposé. Bien. Mais aujourd'hui, cette rabia, Les grandes gueules.
malgré tout le respect que nous avons pour cette maman, mais on ne se reconnaît plus en elle. Elle est aujourd'hui elle-même une sorte d'interface de ce système. C'est ça la réalité. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Allez, Mohamed. Eh ben non, allez-y, Tamba. Ah ben allez-y, allez-y. Alors moi je veux incroyable. Je veux rapidement. alors je veux Roby, non, mais quand même, allez-y. Voilà, alors je veux rapidement ouvrir une parenthèse sur ce que Mohamed Mara et Roby étaient en train de dire. Mohamed Mara dit précisément que c'est vrai, il y a eu un combat qui a été mené, mais quelle issue, quelle gestion, quelle issue est-ce qu'on aurait donné à ce combat? Ça a toujours manqué. Et la parenthèse que je veux ouvrir, c'est que même aujourd'hui, nous avons un combat devant nous. En fait, l'erreur guinéenne, souvent, c'est que nous planifions le combat. Mais on ne réfléchit pas à l'après. Même cette question de débat autour de la Constitution. On va mener ce combat, on va y aller de n'importe quelle manière, sans prendre même la peine de réfléchir à l'après Alpha Condé. Comment est-ce que tout ceci va s'organiser pour qu'on ne retourne pas dans la même histoire que celle que nous vivons aujourd'hui. Malgouvernance, clientélisme, tout ce que vous savez autour de ce qui est malgouvernance, on risque de le perpétuer même après Alpha Condé. Et ça, c'est important quand on est acteur syndical, acteur de la société civile, même acteur politique, de réfléchir à un certain nombre de choses. Parce que tout ceci se draft autour des acteurs, autour des hommes. Bien. Moi, rapidement, je veux terminer en disant une chose. Monsieur Mansaré, de son vivant, avait lâché une phrase. Ça peut encore faire mal, mais je pense que c'est la peine, c'est le lieu d'ouvrir une réflexion là-dessus. Il parlait du peuple de Guinée, et je l'avais rappelé tout à l'heure, il disait du peuple de Guinée que c'était un peuple zombie qui bouffe ses acteurs, qui bouffe ses leaders dans la chair. Je puis vous dire une chose, même Dr Ibrahima Fofana, s'il avait été vivant, ce monsieur n'aurait pas été chantonné, loué comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'il bénéficie d'une gratification de l'histoire. Sinon, s'il était resté vivant, je ne pense pas que ce monsieur aurait été présenté comme l'idéal syndicaliste que nous avons. Ce qui m'amène à dire qu'il est peut-être temps d'apprendre à honorer les fils du pays. Ce Mansaré dont on est en train de parler, je pense qu'un honneur à ce monsieur peut commencer par donner du sens au combat qu'il a mené. Cet héritage qu'il laisse. Il faudrait que les générations qui viennent prennent sur eux la peine de relire le parcours de ces gens-là et de se faire des modèles, de se faire une conduite à l'aune de celle que les autres ont. Allez-y, Autrement, je pense que malheureusement, les combats vont naître, mais ils vont toujours mourir sans porter le fruit auquel ils devaient parvenir. Allez-y, Moussa Moïse. Paix à l'âme de Mansaré. Moi, les derniers échanges que nous avons eus, il était un peu irascible à ce qu'il appelait diffamation, parce qu'il pensait que Maf avait cité son nom dans un cas, dans une situation qui assez dramatique, qui le liait à Mara, du côté de Bokeh. Et donc, je trouve que l'homme doit être honoré, puisque c'était quelqu'un véritablement d'engagé qui aimait le mouvement syndical et qui se battait pour le rayonnement du mouvement syndical national. Et ce qui lui a valu une reconnaissance au-delà des frontières nationales. Il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est quelqu'un qui avait des entrées, et pas n'importe lesquelles, du côté de la France. Et d'ailleurs, sa prise en charge sanitaire, je pense, était facilitée par la grande centrale à laquelle ils sont affiliés du côté de la France, je pense la CGT. Alors, aujourd'hui, il est décédé. Maintenant, je pense que je suis d'accord avec les confrères qu'il y a un besoin de relire ce qu'il a fait dans sa vie, ce qui a marché. Je parle bien entendu du combat dans le mouvement syndical, mais aussi ce qui n'a pas marché. Mais la question que je me pose, au-delà de glorifier tous les syndicalistes qu'on a connus, est-ce que le constat aujourd'hui est que les travailleurs, les ouvriers ont une condition de travail assez décente? Est-ce qu'ils ont un salaire décent? Est-ce qu'ils évoluent dans un environnement adéquat? Parce que qui dit syndicalisme parle quand même de défense des travailleurs. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui en Guinée? C'est la question que je me pose. Bien. Le patronat est d'un côté, le mouvement syndical, ça ne se rapporte pas qu'à des cris, qu'à des descentes dans la rue. C'est un travail aussi de fond.
pour changer Les grandes la gueules. vie des travailleurs. Est-ce que c'est le cas de nos jours? Bien. Voilà. Très bonne question. Allez, précision. Précision par rapport aux jeunes dont je parlais tantôt. El-Hadj Mamadou Bobo Bari, c'est ce jeune malvoyant qui a trimé au centre Sogué. Qui dit centre Sogué parle de conditions d'études assez vétustes, archaïques, qui remontent au Moyen-Âge parce que les équipements manquent. Ce ne sont pas les mêmes équipements que nous utilisons dans les écoles conventionnelles. Donc, c'est au centre Sogué qu'il a trimé avant d'être admis du côté de l'école, là où il a été présenté, une école du côté de Ratoma. Alors, le jeune, son numéro de matricule, son PV, c'est 1997-5. Imaginez qu'en anglais, il a eu 16,50 comme note, en économie 16,50, en géographie 17, en histoire 18,50, en mathématiques 16,50, en philosophie 15,50 et en français, on lui donne 1,50. 1,50 en Cela français. est impossible. La notation d'abord, la notation du français prouve que c'est une erreur très grave. Il y a besoin aujourd'hui, il y a urgence que le service des examens, du contrôle scolaire et de l'orientation se penche sur la question et rétablisse ce monsieur dans ses droits. Celui-là, il doit être malvoyé, boursier. Celui-là, vous vérifiez. Je ne dis pas qu'il serait le premier de la République, mais je suis certain qu'il ferait partie des 10 premiers de la République. Celui-là, il doit plutôt être son centre d'examen, Abibata Tunkara de Ratoma, Mamadou El-Hadj Mamadou Bobo Bari, c'est son nom. Je pense que le ministère doit très vite prendre des dispositions pour que ce malvoyant ne finisse pas au coin de la rue. C'est pas normal. Alors, qu'on me dise dans quelle langue il a traité son sujet de philosophie. On peut pas comprendre qu'on me dise que il a eu une bonne. Non, mais au-delà de tout ça, Mara, tu peux pas avoir une si bonne note en philosophie et être nul en français. C'est pas possible. En sciences sociales, il est plus compliqué d'obtenir 14 en philosophie que nulle part ailleurs. Bien. Vous êtes chez les GG. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique. Des îles paradisiaques, à Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.